Sophisticated Lady. Marc-André me disait que c'était en fait une composition de Duke Ellington. François Pelletier vient nous parler de temps en temps des impacts sociaux des nouvelles technologies. François, il a travaillé de nombreuses années dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la science de données. Il est actif sur LinkedIn. François, il n'hésite pas à partager ses opinions sur différents sujets qui ont lien notamment avec les technos. Comment ça va, François? Ça va super bien. François, bon matin. Est-ce que tu es sur Blue Sky? Est-ce que tu as migré et d'abord, étais-tu sur X ou es-tu sur X? J'ai jamais été sur X, mais là, j'ai ouvert un compte sur Blue Sky, mais j'ai pas encore commencé activement à publier dessus. Fait que ça va venir. Ça va venir. As-tu fait ça en protestation à l'élection de Trump ou... Non, j'ai un compte sur Blue Sky depuis que ça existe presque plus qu'un an, je pense. Parfait. J'avais été invité par quelqu'un. Ah, d'accord. Paul a été invité à l'époque. Tu vas nous faire une petite chronique temps des fêtes, François. Oui. Ton thème aujourd'hui, c'est passer un temps des fêtes agréable avec la technologie. Tu as des conseils à donner à nos auditeurs et le premier sujet que tu veux aborder est très intéressant, très pertinent aussi, concerne beaucoup de monde et c'est ce que tu appelles ou ce qu'on appelle le surpartage parental. Oui, j'ai cherché un terme qui était approuvé par l'Office québécois de la langue française pour sharenting, qui est le mot anglais, pour share et parenting, donc les parents qui partagent parfois un peu trop de contenu sur leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. On se rappelle au début des réseaux sociaux, les gens aimaient beaucoup partager des photos de leurs chats et de leurs chiens. Donc, c'était très... les animaux à quatre pattes qu'on voyait, mais maintenant, on dirait que c'est la famille au complet qui est embarquée sur les réseaux, y compris les enfants. Et ça cause certains problèmes, mais je voulais surtout souligner le fait que, tu sais, on parle beaucoup de consentement ces temps-ci. Les enfants, à quelque part, n'ont pas consenti à ce que leur image, leur photo d'eux soit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est problématique parce que ça amène aussi un enjeu de ce qu'on appelle le droit à l'image. Donc, un enfant, nécessairement, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'écran et ne peut pas le consentement, contrôler quelque part le message. Bien sûr. Le consentement, c'est une chose, mais il y a aussi des risques considérables dont tu veux nous parler. Oui. Ce qui arrive, c'est que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, on le sait de plus en plus, sert à alimenter des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à considérer comme établi. Par contre, il y a des algorithmes qui sont, si on veut, grand public, mais il y a des algorithmes aussi qui sont utilisés par des criminels. Donc ça, c'est énormément problématique parce que ça peut servir à générer par exemple, des images où on va vieillir les enfants pour les faire à quelque part passer pour eux plus tard. Et ça peut servir dans des vols d'identité, répliquer la voix, des choses comme ça. Mais aussi, on s'en doute bien, des images qu'on pourrait dire illégales d'enfants qui peuvent être générées par ces algorithmes-là. Oui, ou c'est sans compter les gens mal intentionnés qui peuvent carrément prendre les images existantes sans même les trafiquer puis les partager sur des réseaux de pédophiles. Exactement. Ouais. Fait que l'idée, c'est que comme enfant, l'enfant se retrouve avec déjà une empreinte numérique. Donc l'enfant, sans même en prendre conscience, a déjà un historique sur le web et se retrouve sur des réseaux privés, notamment justement des forums pour pédophiles et autres. On l'a su beaucoup avec Telegram dans les derniers mois qui a eu entre autres à rectifier le tir avec l'arrestation de son président en France. Ouais. Telegram qui est un espèce de réseau c'est un genre de réseau social un peu crypté, c'est ça? Et sur lesquels donc c'était facile pour des réseaux pédophiles de communiquer. En tout cas, ils courraient moins de risques que sur d'autres réseaux sociaux, c'est ça? Je crois pas que c'était la sécurité tant que ça parce que ça a été démontré que la sécurité était pas nécessairement plus élevée qu'un WhatsApp ou une autre application, mais c'est surtout que l'application a été fondée par un Russe qui est enregistré à Dubaï.
Donc, c'était dans des législations où c'est beaucoup moins surveillé. Ah, d'accord. Je pense que c'est surtout au niveau de l'occasion, mais comme le président avait aussi citoyenneté française, un moment donné, il s'est pointé en France, débarque de l'avion, il s'est fait arrêter. Bon. Tu as porté à notre attention une campagne publicitaire percutante de Deutsche Telekom en Europe qui a fait justement une série de messages télévisés à l'attention des parents justement pour les mettre en garde contre ces... Est-ce qu'on a on n'a pas l'extrait, hein, Marc-André? Enfin bref, les gens peuvent aller visionner cette campagne-là qui a eu un certain succès, je pense, sur les réseaux sociaux. Tu veux nous en parler un peu, François? Oui, ben la vidéo s'appelle Without Consent. C'est une traduction de l'allemand vers l'anglais. Donc la vidéo, ça est soit la trouver en reprise, donc traduite à la voix traduite, mais en général la vidéo qu'on trouve le plus souvent est en allemand avec des sous-titres en anglais. Et c'est dans le fond, c'est comme si c'était dans un cinéma, une publicité avant qu'un film commence. Et c'est une petite fille. Dans le fond, la fille des parents, les parents sont dans la salle et ce qu'ils montrent, c'est la petite fille plus tard dans son futur. Oui, ils l'ont, c'est ça, ils l'ont fait. Au fond, ils voulaient montrer aux parents à quel point ça n'était pas si compliqué que ça de faire vieillir une enfant à partir de sa photo ou d'une vidéo d'elle petite, puis de la transformer en adulte avec l'intelligence artificielle. Puis là, sur le grand écran du cinéma, on fait parler leur petite fille en adulte. Puis exactement, on l'a fait parler dans le futur, comme si c'était dans le futur, pour expliquer mes images se sont trouvées sur des réseaux criminels, mon identité a été violée, j'ai été fraudé, etc. Donc, le but de la vidéo, c'est vraiment de s'adresser aux parents, dire ce qu'on fait aujourd'hui avec des photos a un impact dans le futur. Ouais. Des vidéos aussi. Très bien. Premier conseil. Deuxième conseil, tu recommanderais aux parents d'y penser 2 fois avant de laisser leur enfant pendant le congé de Noël avec une tablette dans les mains, sans aucune forme de supervision ou de contrôle. Oui, les tablettes, on sait, c'est de plus en plus populaire et il y a des applications pour les enfants. Ce que je veux dire à quelque part, c'est que c'est pas une gardienne la tablette à quelque part, et c'est important de gérer le temps d'écran. Donc on sait, on entend de plus en plus parler que de passer beaucoup trop de temps à l'écran, ça peut avoir des impacts. Mais là, il y a une étude qui a été sortie par l'Association américaine des pédiatres qui a noté entre autres des retards cognitifs liés à l'usage trop élevé des tablettes. Au niveau du développement de la motricité et du langage chez les enfants d'âge préscolaire, donc 0 à 4 ans essentiellement. Et leur recommandation, c'est de limiter à 1 heure par jour l'utilisation de tablettes chez les enfants d'âge préscolaire. Bon. Donc, c'est une recommandation plus officielle si on veut, le collège des pédiatres américains. Dernier conseil pour le temps des fêtes, c'est faisable de prolonger la vie de son appareil en faisant attention à sa batterie. Pas juste avec sa batterie, mais en général, la durée de vie d'un appareil. On a un phénomène, au-delà de la technologie en soi, que les appareils s'usent et justement les batteries finissent par se vider sur les téléphones, mais qui s'appelle l'obsolescence programmée. Donc, l'obsolescence programmée, à quelque part, c'est le logiciel qui est dans l'appareil, le système d'exploitation, vient à te forcer à changer d'appareil, soit en ne faisant plus des mises à jour, ou en ralentissant volontairement ton appareil. C'est pourquoi Apple, entre autres, a été condamné par le passé. Mais ce que je voulais dire, c'est que les appareils, quand on les change, puis là, il y a beaucoup de gens dans le temps des fêtes à Noël qui risquent de recevoir un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. C'est juste pour dire, l'ancien peut avoir une nouvelle vie. Fait que c'est de penser environnement ici. Là, on appelle les 3 R ou les 4 R. Là, donc, réduire, réutiliser, réemployer avant de recycler. On applique ça ici à l'informatique. C'est juste pour dire, un téléphone va recevoir en général des mises à jour pendant 6 ans. Puis je sais que même moi, mon téléphone, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis mon fournisseur m'appelle, puis m'envoie des messages de « Ah, on a des nouveaux modèles, t'as fini de le payer. » Donc, il y a un incitatif très fort sur le marché à changer d'appareil mobile, notre téléphone, après 2 ans. Mais les mises à jour vont avoir lieu pendant 6 ans en moyenne. Donc, on peut le garder 6 ans
sans enjeu de sécurité. Puis les ordinateurs, eux, c'est encore pire. On se fait vendre souvent de changer d'ordinateur aux 2 ans, 3 ans pour avoir les nouvelles technologies, les nouvelles puces, les nouveaux processeurs pour l'intelligence artificielle qui font leur apparition cette année. Mais un ordinateur, c'est conçu pour durer une dizaine d'années et les systèmes dessus peuvent en général durer de 7 à 10 ans. Fait que faut, même si on change notre appareil, il peut avoir une deuxième vie en revalorisation. Puis c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui, là. Une deuxième vie, tu veux dire qu'avant de le mettre au recyclage, on peut faire quoi avec? On peut le vendre carrément ou Ah ben, on peut toujours le vendre. Je vois souvent des appareils qui sont vendus sur Marketplace et autres. Mais l'enjeu avec ça, c'est que les gens savent pas nécessairement comment vérifier que leur appareil est en bon état et a été éliminé, toutes les données ont été éliminées avant de le vendre. Fait que ça, c'est mieux de passer par certaines entreprises qui vont faire de la revalorisation, qui vont s'assurer de nettoyer les composants, enlever les... Alors, on sait, les ordinateurs, ils se remontent des minous de poussière des fois quand on ouvre ça. Donc, eux vont faire un bon ménage, vont vérifier la qualité de toutes les pièces, vont au pire en changer avant de le remettre en vente. Donc, mais ça, les ça peut être une belle source de réemploi. Les micro-poussières puis tout ça, c'est une chose, mais je pense qu'une personne va d'abord s'inquiéter de ce qu'elle n'a pas effacé d'elle-même dans l'ordinateur avant de le revendre. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des business qui peuvent faire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre notre machine, la débarrasser de toutes données personnelles nous concernant avant qu'on le revende, c'est ça? Oui, il y a des entreprises qui sont certifiées pour faire l'effacement de données, entre autres avec des logiciels qui vont carrément écrire sur le disque dur au complet des valeurs aléatoires. Donc, ils vont effacer le disque à plusieurs reprises. Puis ça, il y a des entreprises qui ont des certifications pour ça, par exemple, vont recevoir des appareils des gouvernements, des ministères, des entreprises privées. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la revalorisation de parcs informatiques. Ouais. Mais c'est pas toutes les entreprises qui vont recevoir des ordinateurs des citoyens, des particuliers par contre. Puis ça, mais il y en a certaines qui peuvent le faire, fait que je voulais en mentionner 2. Vas-y. Donc, une dans la région de Québec, c'est Québec PC, qui est située dans le quartier Saint-Sauveur. Et à Montréal, dans la grande région de Montréal, il y a Incertec aussi, qui est une entreprise en réinsertion sociale qui fait de la revalorisation d'ordinateurs et qui accepte aussi les dons d'ordinateurs des particuliers. Parce qu'une personne paranoïaque va se dire, oui, mais il y a toujours moyen que l'entreprise elle-même suce mes données, les stocke quelque part, les garde pour je sais pas quoi, éventuellement. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a une forme de certification. C'est ça qui vient avec ce mandat-là pour une business d'effacer les données personnelles sur les ordinateurs. Oui, ben c'est une certification sur l'effacement de données, mais sinon, on peut toujours le faire avant d'envoyer notre ordinateur. Donc, formater l'ordinateur en ce qui s'appelle le mode, ou un téléphone ou une tablette en mode usine, que ça s'appelle. Donc, ça va effacer toutes les données qui sont sur la partie, si on veut, le compte personnel pour que l'appareil puisse être revendu. Là. Ah, d'accord, parfait. Donc, il y a toujours ce mode-là usine qui est disponible pour effacer un ordinateur ou tout autre appareil électronique avec des données. François Pelletier, c'était notre dernière chronique en 2024. Merci beaucoup. François, on te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on se reparle dans la prochaine année. Super, puis un bon temps des fêtes à tout le monde, puis prenez soin de votre famille, restez en famille, puis on évite les abus avec la techno. Parfait. Salut, bye-bye. Salut. Au party, c'est assez, il faudrait rentrer.